Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte Deponte, docteure en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous chaque semaine pour découvrir la culture et l'actualité architecturale. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Raphaël Walter et Mathis Rager. Bonjour. 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 Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes tous deux architectes, n'est-ce pas ? Exactement. C'est ça. Et à la tête de Anatomie d'architecture, qui compte aussi un anthropologue Oui, effectivement. et une associée. Vous pouvez les citer ? Alors, on travaille avec un anthropologue depuis 3 ans qui s'appelle Emmanuel Stern et on travaille depuis un peu moins de temps avec une architecte qui s'appelle Alice Mortamet. Bon. Donc, Anatomie d'architecture dite ADA, qui fonctionne sous la forme d'une coopérative. Vous militez pour une architecture bioclimatique, 100% locale et naturelle. Vous investiguez le champ de la conception et de la construction, de la recherche et de la transmission de votre savoir. Alors, on va tenter d'aborder tout cela, mais commençons par le début. Quels ont été vos parcours respectifs, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture? Quelles ont été vos études? Allez, j'ouvre le bal. Oui, donc Mathis Rager pour Anatomie Voilà. d'architecture. L'histoire commence sur les bancs de l'école, en première année d'architecture à Bruxelles, à la Cambre. Tous les deux rejetés des écoles françaises par des dossiers pas très convaincants à la sortie du bac. On s'est retrouvés sur les bancs de l'école, donc à la Cambre. Donc vous vous connaissiez avant tous les deux? Non, on ne se Non. connaissait pas, mais Ah oui. on s'est retrouvés spirituellement sur les bancs de l'école. On a fait toute notre licence à Bruxelles, qui est une école qui est plutôt axée sur la technique. On avait des cours dès la première année sur l'écologie de projet, qui était très intéressant. Et à la suite, nous avons continué sur un master dans les écoles parisiennes. Et voilà. Alors, quelle école pour vous? Alors, j'ai fait l'école de Paris-Malaquais. Oui, Et moi, j'étais à l'école spéciale à Raspail. d'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a destiné, qui a été l'élément déclencheur pour emprunter cette voie de l'architecture? Et ben, je pense pour une vraie appétence pour plusieurs sujets. Et d'un point de vue études plutôt scientifiques, aussi d'un point de vue d'études plutôt sociologiques de la part de Raphaël. Et on avait envie en fait d'avoir une activité assez mixte et assez ouverte, avec plein de champs de compétences différents, aussi bien de l'histoire, de la sociologie, que des sciences un peu plus techniques. Et je pense que cette envie de faire de l'architecture est née de cette envie de pouvoir balayer plein de sujets différents pendant notre métier. D'accord. Donc, c'est arrivé en fin de parcours scolaire ou est-ce que ça remonte à plus loin dans l'enfance ou non? Pour ma part, c'est vraiment arrivé le jour où j'ai appris que j'avais le bac, où je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose après le bac, et c'est là où j'ai été m'inscrire à Bruxelles. Moi, c'était pas très longtemps avant le bac. Mais c'est un petit peu ça c'est ce que racontait Mathis, c'est que c'est ça que l'architecture, c'est que ça parle de tout. On raconte tout avec l'archi. Ça parle d'histoire, ça parle d'urbanisme, ça parle d'écologie, de plein de choses en fait. Et tout ce qui se passe dans le monde, normalement, si tout va bien, ça se traduit par à quoi ressemble l'architecture dans son époque. Et ça, c'est bien. C'est bien que ça soit pas juste des briques empilées. Ouais. Des moments forts au cours de vos études qui ont vraiment créé cette voie de l'architecture bioclimatique? Alors oui et non. On était quand même dans une génération d'architectes qui était assez peu sensibilisés sur les questions d'architecture bioclimatique. Notamment lors de notre master dans les écoles parisiennes, on était complètement très très loin de la matière de comment construire. Mais il faut se rappeler quand même que nos 2 premières années d'architecture à Bruxelles à la Cambre ont été animées avec un excellent professeur, Bernard Deprez,
qui nous alertait très rapidement sur les nécessités absolues de prendre en compte les matériaux qu'on utilisait pour construire. Et je pense qu'aujourd'hui, si on en est là, c'est aussi en partie grâce à ces premiers cours pendant ces études. Alors, quand et comment vous avez commencé votre activité d'architecte? Ensemble, dès le départ? Pas du tout. On a pris des chemins différents à la fin de notre diplôme. On a nos diplômes depuis 5 ans à peu près, quelque chose comme ça. Moi, je suis parti travailler aux États-Unis pendant 1 an, Où? Aux États-Unis? à New York, Mmh. dans une petite agence à Brooklyn, et qui avait pour particularité d'être une agence très focalisée sur l'architecture écologique, chose qui m'intéressait un petit peu déjà à l'époque, mais c'était une façon de pratiquer l'architecture écologique très à l'américaine, c'est-à-dire très, très en surface, très dans l'apparence. Et j'ai travaillé notamment sur une maison pendant une bonne partie de cette année aux États-Unis, qui était une maison qui aujourd'hui est terminée, qui est une maison qui est maintenant assez connue, qui a eu des articles dans la presse, dans le New York Times, etc., et qui est réputée comme étant une des maisons les plus écologiques de l'État de New York. Elle se situe où? Elle se situe dans l'île de Long Island, à l'entrée des Hamptons, qui, pour ceux qui connaissent, c'est une région très riche des États-Unis. Ouais. Et c'est ce que j'allais dire sur cette maison, c'est que c'était une maison écologique très américaine, c'est-à-dire que c'était une maison recouverte de bois, mais aussi recouverte de panneaux photovoltaïques. Elle a l'air très naturelle comme ça, mais c'était une maison de 200 mètres carrés, avec des panneaux solaires qui venaient d'Espagne, avec une couverture en bois qui venait de l'autre bout des États-Unis, avec des fondations en béton gigantesques. C'était un peu une villa écologique de luxe. Oui. Euh, Alors, c'est plus peut-être un démonstrateur par rapport à la matière, mais pas. L'équation n'est pas complètement écologique, voilà, du fait C'est sûr. des matériaux fabriqués très loin, C'est de la sûr. minéralisation. C'est clair, mais les Américains sont quand même les rois du greenwashing et de la communication autour de l'écologie, et ils s'encombrent pas toujours de certains détails. Mm. Voilà, je trouve. En effet, je trouve que c'est assez intéressant. Une maison écologique pensée à New York, il y a presque un contraste qui est assez saisissant. C'est sûr, une maison dans les Hamptons, j'ai parlé de villa tout à l'heure, écologique, c'est par essence un peu contradictoire. Ouais. On peut faire la maison la plus écologique qu'on veut, avec du bois, avec de la paille, enfin plein de choses. Si elle est au milieu d'un magnifique parc à l'américaine avec une pelouse bien tendue, ça posera toujours question. Ouais. Donc, c'est ça qui vous a poussé encore plus à aller vers le bioclimatique? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est au bout d'1 an, je suis rentré en France et on s'est retrouvé avec Mathis et on a eu toute une période de quelques années, je pense, où on a fait l'expérience après nos diplômes à Paris, en France, de l'agence d'archi un petit peu plus classique, des grosses structures dans lesquelles on a appris plein de choses, mais on s'est beaucoup ennuyé aussi, je crois. C'est vrai. Vous voulez citer Les agences dans lesquelles on s'est ennuyé. Oui, Oui, alors moi je me suis un peu ennuyé chez LAN Architecture ouais, ou chez SCO Architecture aussi. ouais. Et je pense que le point culminant de mon ennui, c'était de dessiner un stade de foot au Qatar pour 80 000 places. Et c'était sur le descriptif des poignées de porte, où là j'ai senti le bout de mon exercice d'architecte. Et ça Ouais. tombait bien parce qu'à ce moment-là, Raph était en train de dessiner des usines de militaires pro Dassault en Inde. Et dans quelle agence? Pour Architecture Studio. Ah Bon, oui. à l'époque, le projet était secret, j'espère que c'est déclassifié maintenant. J'ai aussi travaillé sur des usines de sous-marins nucléaires, voilà, pour Architecture Studio également. Ah oui. Le sommet de l'ennui, moi je crois que ça a été probablement chez Manuel Gautran. Voilà, on faisait beaucoup de logements en grande quantité en Hollande, dans un nouveau quartier, près d'Amsterdam. Mais je pense que je peux parler pour nous deux en se disant que ce passage dans les grosses structures a été vraiment fondateur pour nous. Et personnellement, je ne regrette rien parce que c'est un peu en contradiction avec tout ça, qu'on a eu plein d'idées, qu'on a voulu faire des choses différemment, et ça nous a poussé à un peu se bouger. Mais alors, vous avez bougé vite, parce que si vous êtes diplômé depuis 5 ans, je crois que vous avez 11 000 followers sur Facebook. Oui, Donc je me effectivement. suis dit que si vous en aviez autant, c'est qu'il s'était quand même passé des choses. À moins que vous soyez dans un star system de l'architecture. Déjà. Non, c'est vrai. En même temps, on a démarré notre activité sur Anatomie d'architecture d'une façon un peu particulière. Ouais. L'envie de base, c'était pas du tout de fonder une agence d'architecture pour répondre à des projets, c'était plutôt de faire de la communication et de la vulgarisation de données scientifiques.
on s'est rendu compte qu'on avait tous des envies, des convictions écologiques, mais quand il s'agissait de construire des maisons ou de construire tout court, le grand public était très très loin des réalités de l'empreinte carbone, des énergies grises dépensées, et qu'il fallait absolument, à la manière de l'alimentation, du transport, faire un pas en avant vers le grand public pour démocratiser ses connaissances et donner envie à chacun de pouvoir mieux construire et plus en adéquation avec le réchauffement climatique. Donc effectivement, il y a eu cette envie de départ de faire de la communication sur l'architecture écologique qui s'est traduit par un projet de recherche, un projet de recherche documentaire. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, on a réussi à capitaliser un auditoire qui peut aujourd'hui nous porter sur notre pratique d'architecte. Mais c'est pas l'inverse en fait. Et c'est vrai que la raison pour laquelle on a 11 000 personnes qui nous suivent sur Facebook, etc., c'est pas du tout parce qu'on a fait de l'architecture. C'est justement en faisant pas d'architecture, en se positionnant plutôt comme journaliste, comme documentariste, que les personnes se sont intéressées à nous. Et il se trouve que par la force des choses et par un concours de circonstances, on a fini par faire de l'architecture. Mais c'est pas ça qui a fait qu'on a eu une certaine visibilité à un moment donné. D'accord. Et cette visibilité, elle est née sur un projet de recherche qu'on a mené sur un tour de France de maisons écologiques. Donc c'était 2 mois de campagne de valorisation des matériaux locaux dans des territoires en France, qui s'est traduit par une exposition et après des conférences. On en a une vingtaine de conférences à notre actif dans toute la France. L'exposition était où ? L'exposition, elle a tourné dans beaucoup de régions, dans beaucoup de villes depuis 2 ans. Et surtout, on a eu l'appui de Gallimard qui nous a fait confiance pour écrire un bouquin il y a aussi 2 ans, pour traduire cette expérience d'un tour de France de maisons écologiques dans un bouquin de 240 pages. Et ce livre, cet ouvrage a très bien marché en sortie du confinement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a aussi de la visibilité grâce à ce bouquin. D'accord. Alors, maintenant, on va parler de l'histoire de vos projets, puisque vous êtes en train de naître quelque part, de manière très forte et très impactante, visiblement. Alors, comment tout ça se concrétise dans le projet ? Eh ben, c'est vrai que donc, à la sortie de ces 2 dernières années de pédagogie et de transmission des connaissances, au fur et à mesure, on a été de plus en plus sollicité pour répondre à des projets, pour nous-mêmes, en tant qu'architectes, pouvoir accompagner des porteurs de projets à l'élaboration de maisons écologiques. Et on en a beaucoup refusé au début, c'était pas du tout notre envie, on voulait pas se restreindre à faire de l'architecture, entre guillemets. Et il y a une commande, il y a eu un projet, il y a eu un client qui nous a fait confiance et on s'est dit qu'on peut pas le louper. C'était un peu un projet fondateur qui allait nous permettre de construire une scope et d'essayer d'appliquer dans la pratique toutes les théories, tous les fondamentaux qu'on avait recueillis ces dernières années. Donc c'est un projet en Normandie qu'on vous présentera après. Et un peu la cerise sur le gâteau, c'est que pendant le Tour de France de maisons écologiques, on avait traité de la construction neuve. Et là, c'est un projet de rénovation. Et on est tous les 3 convaincus que la rénovation est beaucoup plus pertinente en 2021 que la construction de maisons individuelles. Donc c'était un projet qui nous a intéressés. C'est pour lequel on a créé une scope. Alors, si vous voulez en parler plus en détail, avec plaisir. Alors, ce projet, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. La personne qui nous a contactés, c'est une personne qui a acheté un domaine, une propriété en Normandie, un domaine de taille assez importante, qui fait quand même 140 hectares, dans l'Orne, et domaine sur lequel il y a une série de constructions dans un état de délabrement assez avancé, et notamment un manoir. Ça s'appelle le Costil. Et ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que le couple de personnes qui ont acquis cette propriété n'ont pas du tout l'ambition et l'objectif d'en faire une propriété privée pour leur usage personnel, pour faire une sorte de résidence de luxe, etc. C'est pas du tout l'idée. Il y a plusieurs axes. Il y en a un premier, c'est de rénover le bâti sur cette propriété, avec une envie d'utiliser que des techniques de construction traditionnelles ou alternatives, des matériaux différents de ce qui se fait habituellement dans la construction, même en rénovation. Et il y a aussi un projet assez ambitieux et assez long-termiste sur le reste du domaine, qui est de faire un lieu une sorte de réserve naturelle pour les animaux, une sorte de sanctuaire pour la biodiversité, un lieu où il y aura du réensauvagement, comme on dit, où on laisse pousser les choses sur le long terme. Qui sera un lieu d'accueil pour du public, où des gens pourront venir s'intéresser à la nature, observer ce qui se passe quand on laisse vraiment la nature reprendre ses droits. Certains bâtiments sont classés ou pas du tout ? C'est pas classé au monument historique, il y a des bâtiments remarquables, Oui. mais on peut au fond faire un peu ce qu'on veut, Ouais. tout en étant malin, intelligent et raisonnable, mais oui, on peut faire plein de choses. Et alors, il y a un travail de recherche
sur ce qui existait déjà, j'imagine. Vous êtes dedans, là, actuellement? Alors Comment ça se effectivement, on a pour ce projet un peu opté pour une façon de fonctionner un peu particulière, c'est qu'on travaille en immersion. passe? Ouais. C'est-à-dire qu'on a 14 semaines qu'on passe sur site, où il y avait une volonté de vraiment s'inscrire dans le territoire local, d'avoir un ancrage réel avec les acteurs locaux, avec les entreprises, avec les associations, pour pouvoir justement créer un réseau autour de ce projet, ce renouveau du Costil. Et là, on s'est rendu compte que la commande était très intéressante, c'est que le commanditaire nous a fait vraiment une confiance aveugle sur le devenir du bâtiment. Et pour rebondir sur ce que racontait Raphaël, sur ses premières expériences de maison écologique aux États-Unis, là, on l'a tout de suite questionné sur la réelle volonté, la pertinence en tant que propriétaire d'un manoir de 600 mètres carrés, de l'adéquation entre finalement est-ce écologique de vivre dans 600 mètres carrés. Et on s'est rendu compte à travers des discussions et à travers de nombreuses réflexions que c'était peut-être beaucoup plus intéressant de rénover une petite dépendance à côté. C'est une dépendance qui fait 80 mètres carrés, qui nous anime aujourd'hui parce que c'est quand même le chantier qu'on mène sur l'année 2021. Et il a dit, ok, il a cru en ce pari-là, de réserver le manoir pour une rénovation qui ne serait pas sa maison, mais plutôt de se dire qu'il allait aménager dans la petite maison à côté. Donc une fois qu'on avait mis ce postulat comme cahier des charges, on s'est un peu fixé des contraintes pour mener à bien ce projet. Et les contraintes, c'était d'utiliser que des matériaux locaux, des matériaux qui viennent d'un périmètre limitrophe au projet. On ne voulait pas du tout de grappiller de la terre végétale, donc on s'est inscrit dans l'existant. Donc il n'y a pas d'extension, c'est vraiment un principe de surélévation. Même si ça peut sembler un peu absurde et contradictoire vu que le terrain fait 160 hectares, on avait vraiment pour volonté de dire que la terre était précieuse et qu'il fallait la conserver. Et ensuite d'apporter vraiment une réflexion, une stratégie bioclimatique au dessin qui nous a amené à pouvoir réduire le plus possible les consommations futures des habitants et leur apporter une qualité de vie à somme toute assez remarquable. Alors, au niveau de la matière, vous avez retrouvé des savoir-faire? Parce que les entreprises, localement dans les territoires, certains savoir-faire sont toujours vivants. Alors oui et non, je Ouais. pense, on peut dire. C'est vrai que plus le temps avance dans notre pratique, plus on a un intérêt croissant pour les pratiques locales, comme disait Mathis, et notamment des pratiques à l'échelle des régions ou parfois même des micro-régions. Et là, on était en Normandie, c'est dans le Pays d'Auge. Donc ce qui se fait dans le Pays d'Auge historiquement, c'est de la brique, de terre cuite et du colombage, beaucoup, et un peu de pierre, du silex, des choses comme ça. Donc on a notre approche, ça a été de construire notre projet de rénovation avec plein d'apports contemporains, si je puis dire, mais en réinterprétant des techniques locales traditionnelles. Donc il y a une partie qui est vraiment une partie où c'est la rénovation et de la réisolation thermique d'un corps de bâtiment en briques, et il y a une petite extension qui est plutôt en ossature bois et qui reprend la logique de colombage et de remplissage avec de la terre et de la paille, etc., en isolation. Voilà. Pour ce qui est des choses comme par exemple la couverture traditionnelle, en ardoise, en cuivre, etc., on a trouvé des artisans dans le coin qui sont très forts. Pour ce qui est de la maçonnerie, en briques de terre cuite, on a beaucoup échangé avec des artisans locaux et on a travaillé avec certains d'entre eux. Mais on s'est aussi rendu compte que c'était devenu assez marginal aujourd'hui dans ces régions-là, par exemple l'usage de la brique. Il en est un peu de même avec le colombage. Par exemple, pour le colombage, on a dû travailler avec des charpentiers d'un petit peu plus loin parce que c'était assez difficile de trouver des charpentiers qui travaillent avec des aussi grosses sections. Pour l'isolation en terre et en paille, on a dû travailler avec des gens qui sont dans le Perche. C'est pas très loin, mais parce que c'est rare maintenant de trouver des artisans qui veulent travailler avec de la terre crue et de la paille. Donc ça a été un mélange. Pour certains postes, on a pu travailler avec des gens du coin, et pour des postes un peu plus lointains, on a dû aller chercher des postes un peu plus rares et un peu plus marginaux aujourd'hui, même si c'est relié à des techniques traditionnelles. On a dû travailler avec des artisans un peu plus lointains. Mais bon, on n'est pas sorti d'un rayon de plus de 100 km, grosso modo. Mais finalement, est-ce que vous avez l'espoir que ce genre d'action réveille justement ces traditions qui ont tendance à On espère. être de plus en plus rares? On espère, c'est notamment pour ça qu'on aborde le projet d'architecture un peu à la vocation documentaire aussi. C'est pour ça qu'on communique énormément sur les techniques qu'on met en place. Il y a beaucoup d'expérimentations réelles, où notamment on a réussi à faire des fondations en pieux de bois. Et ça, c'est une interface entre le maçon et le charpentier que j'avais jamais vu sur d'autres chantiers, qui avait dû vraiment sortir un peu chaque entreprise de son domaine d'activité pour aller voir un petit peu comment travailler ensemble. Sur le même projet, là? Sur le même projet, ouais. Et en gros, cette technique des pieux de bois, qui est une technique de construction où le Grand Palais, Notre-Dame de Paris ou Chambord sont fondés sur des pieux de bois, et aujourd'hui complètement anecdotique. Plus personne en France en 2021 construit sur des pieux d'acacia.
Malheureusement, l'alternative qu'on propose aujourd'hui dans les DTU qui est conforme à la règle, c'est plutôt des fondations en béton de ciment. Et nous, par cette volonté de travailler avec des matériaux locaux, on a proposé cette technique-là. Et ça a demandé un vrai travail de confiance mutuelle entre les entreprises et les architectes avec le client pour être sûr de pouvoir garantir des fondations qui soient assez pertinentes et qui fonctionnent. Alors, au niveau de la consommation d'énergie, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous avez trouvé quelle solution? Alors, Il fait pas toujours très chaud en Normandie. Non, c'est sûr, c'est sûr. Il y a un truc qui nous est assez cher, c'est de bien passer le message que aujourd'hui, quand on parle d'énergie, d'impact du bâtiment, on s'arrête vraiment, en règle générale, à l'usage, à la consommation de chauffage, à la consommation de climatisation, des choses comme ça, d'électricité. Et en fait, l'impact d'un bâtiment, il ne s'arrête pas du tout à ce qu'on voit en tant qu'habitant ou en tant que constructeur. Il commence très tôt, il commence vraiment, si on s'intéresse aux matériaux qui composent sa maison, en réalité, l'impact, il commence au gisement. C'est-à-dire que si on décide de faire une maison en bois, en fait, on peut décider de travailler avec du bois local, on peut aller voir une forêt, d'où est extrait un arbre, qui sera scié, découpé, calibré, etc., pour faire la structure de sa maison. Si on décide d'aller acheter un sac, je sais pas, du ciment chez Point P pour faire ses fondations, par exemple, c'est en fin de compte extrêmement difficile d'identifier l'impact qu'aura vraiment sa maison, parce que pour faire ciment, il y a eu déjà des dizaines d'étapes dans la chaîne de production pour en arriver là. Ensuite, ces matériaux, ils sont acheminés, ils sont mis en œuvre avec un outillage, des machines, des choses comme ça, qui ont aussi un impact. Il y a un impact sur les sols, il y a un impact sur la production de déchets au cours du chantier. Et puis enfin, on livre le bâtiment et ensuite on a des consommations à l'usage qui peuvent... nous, on a aussi cette volonté de faire des bâtiments performants, on est bien d'accord, hein, mais on ne s'arrête pas là. Et puis même à la fin, il y a même la suite, c'est qu'il faut s'intéresser aussi de qu'est-ce qui se passera dans 100 ans si le bâtiment est inoccupé. Est-ce qu'on se retrouve avec des fondations en béton qui seront là pour 1000 ans, ou est-ce qu'on se retrouve avec des pieux de bois qui vont composter dans le sol tranquillement au fil des ans? Est-ce qu'on a grappillé de la terre végétale? Est-ce qu'on a fait des énormes infrastructures pour accéder à sa maison? Enfin, tout ça, ça compte énormément en fait dans l'impact environnemental et dans l'énergie produite dans la construction d'une maison. Et vraiment, on déplore très très fort que le fait que dans les débats publics, dans la création des labels, y compris venant de gens extrêmement compétents, ça soit si peu abordé. Ouais, pour que nos auditeurs comprennent, c'est un peu comme la problématique de la voiture électrique qui fait débat parce que les piles, la production n'est pas si écologique que ça. Bien sûr. Et notamment sur la nécessité aujourd'hui de faire de l'architecture performante pour qu'elle soit bioclimatique. Aujourd'hui, on se rend compte que ces modèles, qui sont souvent les modèles hérités de l'Europe du Nord, comme le Passivos ou autres, qui favorisent une architecture qui est extrêmement maîtrisée et contrôlée avec aucune déperdition, c'est souvent au prix de beaucoup de membranes par vapeur, de par pluie, de membranes plastiques. Et nous, on essaie de revenir à quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du bon sens, notamment le colombage ou des choses comme ça, où certes, on peut imaginer que le bâtiment sera un tout petit peu moins performant, mais il sera plus agréable à vivre, il y aura beaucoup moins de plastique, et surtout dans 100 ans, quand on se posera la question de l'après du bâtiment, qu'est-ce qui se passe, on est conscient que le bâtiment sera beaucoup plus sain à réemployer ou à composter. Alors là, on parle des matériaux, de la mise en œuvre, des abords, etc. Dans votre métier d'architecte, il y a aussi le volume et matière, l'espace et matière. Est-ce que dans ce démonstrateur, vous avez commencé à pouvoir vous faire plaisir un peu, ou vous êtes vraiment minimaliste? Comment vous avez abordé la notion de l'espace? Non, il y a eu beaucoup de questions qui ont eu l'occasion avec les clients de savoir un peu quelle forme de maison leur correspondait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une jolie histoire à raconter entre lui qui était plutôt français, de famille d'une maçon, son père était maçon, et elle qui était plutôt japonaise avec un père charpentier. Et donc on a essayé de faire un projet qui unit les deux, d'une part la rénovation très massive de la brique de terre cuite, qu'on a rénové en connaissance de cause avec des techniques traditionnelles. Et à côté, on a fait une inscription d'une architecture en bois, plus contemporaine, plus aérienne, qui répondait mieux à la logique de la cliente. Donc ce projet est un peu un mix et une rencontre entre un charpentier et un maçon. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on le raconte. C'est vrai que ce qu'on a essayé de faire, c'est une sorte de distorsion des techniques et du patrimoine local qui rencontre l'architecture contemporaine, parce que c'est pas grave de faire l'architecture contemporaine, c'est bien aussi. Et nous, on pense que c'est important que des architectes
utilisent ce qu'ils ont appris, ce qu'ils savent faire, pour mettre en avant ces techniques-là, ces matériaux-là. Quand on faisait le tour de France des maisons écologiques, on a visité quand même 30 maisons. Souvent, les gens ils nous accueillaient en disant soit ah, génial, les architectes qui s'intéressent à ce type de maison, ou alors c'était ah, vous êtes architecte, bah, j'ai 2 mots à vous dire, parce que les gens avaient visiblement une dent contre les architectes. Mais nous, on pense vraiment l'inverse. On pense que les architectes ont un rôle à jouer pour faire se rencontrer ce dont vous parliez avant, les qualités spatiales, etc., de vraiment penser des espaces intelligemment et les faire entrer en synergie avec ces matériaux-là. Et il y a quelque chose en plus dans tout ça, c'est que ça ne s'arrête pas juste à l'espace, etc. On a parlé à un architecte assez intéressant pendant ce même Tour de France qui avait une démarche assez singulière. C'est que lui, il était très intéressé par les matériaux naturels, par la paille, la terre crue, etc. Et le bois. Et ce qu'il nous racontait, ce qu'on essaye de mettre en œuvre aujourd'hui dans notre pratique, c'est que aujourd'hui, quand on construit un bâtiment, y compris un bâtiment contemporain, souvent on construit quelque chose et on n'en montre pas vraiment la nature. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas forcément à lire la structure, on n'arrive pas forcément à lire ce que c'est dans les murs. Et nous, on pense que l'architecture, elle ne s'arrête pas juste à ce qu'on voit. En fait, c'est important de comprendre ce qu'il y a dans les murs. Et quand on travaille avec des matériaux comme le bois, comme le chanvre, la terre crue, etc., on ne peut pas le cacher derrière des bardages en aluminium ou derrière des membranes ou derrière des choses comme ça. Et c'est des matériaux qu'on va voir. Donc si le bâtiment il est mal construit, si le bâtiment il est mal pensé, si on triche trop, eh ben, ça va se voir en fait. C'est vrai. C'est vrai que l'espace aujourd'hui qu'on construit avec les entreprises, c'est le fruit d'une réflexion spatiale, certes, mais surtout par rapport aux matériaux qu'on met en œuvre. Et on pense que ces matériaux font naître un espace et malheureusement pas l'inverse. Et ça nécessite de notre part, dès des études, d'avoir un dessin très très propre et d'avoir des détails très figés sur comment dessiner et comment faire une ossature bois par rapport aux matériaux qu'on met en place, quoi. Pour vous donner peut-être un exemple, c'est qu'on isole toute l'extension en terre chanvre, donc c'est du chanvre mélangé avec de la terre crue. Et en matériaux de finition, on va faire des enduits à la terre. On va pas aller mettre des placos et des choses comme ça et de la peinture acrylique par-dessus ça. Ça serait quand même Très dommage. Ça serait très dommage. Et pareil pour la structure bois qui va s'exprimer en façade. On a du chêne en façade qui va se patiner avec le temps, etc., qu'on va utiliser pour ses propriétés. Enfin, voilà, c'est plein de petites choses. Et les planchers ? Alors justement, les planchers sont l'occasion de présenter un tout petit peu aussi une nouvelle casquette qu'on s'est accordée sur le chantier du Costil, à savoir l'organisation de chantier école. On a ouvert le chantier à 14 bénévoles pour une formation sur un plancher en quenouille, où avec l'aide d'un encadrant Luc Van de Meschen, on a mis au point un plancher entre solivages où on allait récupérer une technique traditionnelle qui s'appelle les quenouilles, où l'idée c'était que le matin les bénévoles aillent dans la forêt, couper du noisetier, donc c'est des petites branches de 30-35 cm de long, et sur lesquelles on vienne tresser un mélange de foin et de terre qui allait donner la composition du plancher. Et aujourd'hui, c'est des techniques qui sont pas du tout au goût du jour. Plus personne ne fait des quenouilles, sauf dans la restauration du patrimoine ancien. Mais d'un point de vue acoustique et d'un point de vue performance des habitants, on s'est rendu compte que c'était certainement le plancher le plus qualitatif qu'on pouvait apporter aux usagers. Et donc, on est très content de le remettre au goût du jour et de le faire en chantier école. Il en est où ce projet donc ? Aujourd'hui, on a fini le gros œuvre et on va attaquer les finitions pour livrer le bâtiment à Noël 2021. D'accord. Alors, on va parler de ce qui peut faire mal, entre guillemets. Ça dépend pour qui. C'est le coût, parce la main-d'œuvre en France coûte très très cher. Donc, on est sur des temps longs, des réveils de technique, de la recherche, de comment vous voyez les choses par rapport à ce projet démonstrateur, et en espérant que ça vous mène sur d'autres projets, que ça rebondisse et que ça se propage. Bien sûr. Et nous, notre volonté depuis le début de ce projet, enfin le début d'Anatomie d'architecture, c'est de défendre l'idée que de construire de façon écologique, c'était pas forcément construire plus cher. Et donc ça a vraiment été un vrai fil directeur pour notre pratique et ce projet qu'on met aujourd'hui en place. Effectivement, on a commencé ce chantier le 1er mai 2021, en pleine pénurie des matériaux, aussi en pénurie de main-d'œuvre où finalement les entreprises sont débordées et ont assez peu de temps. Et dans ce contexte un peu particulier, on a dû faire avec ce qu'on pouvait. Et en fait, on s'est rendu compte que travailler avec des matériaux bruts, naturels, issus du territoire, ça nécessitait évidemment beaucoup de main-d'œuvre.
Et cette main-d'œuvre, elle a un coût aujourd'hui, elle a un coût assez conséquent en France. Mais on imagine que le fait de développer ces techniques à travers un projet démonstrateur amènera au fur et à mesure plus de facilité dans ces genres de procédés et pourra permettre de réduire les coûts. Donc c'est vrai que le cahier des charges qu'on s'était donné aujourd'hui avec le client de rester dans un prix au mètre carré le plus classique possible pour rivaliser la construction standardisée de maisons catalogue, on n'y arrive pas complètement, mais c'est ce vers quoi on tend et c'est ce vers quoi on ira au fur et à mesure de nos projets. Finalement, il vous faut de bons maîtres d'ouvrage, de bons clients pour vous accompagner, pour optimiser toute cette connaissance que vous mettez en place. Oui, c'est clair, mais quand on dit bon maître d'ouvrage, on n'entend pas forcément un gros portefeuille. C'est justement Oui, ça l'idée, oui, c'est oui. que là, c'est le projet qui nous a lancé le Costil. Mais aujourd'hui, on répond à d'autres commandes, et à des commandes de gens qui n'ont pas du tout les mêmes moyens, mais qui ont les mêmes types d'envies. Et il y on a- peut y arriver. Alors, il y a quelque chose d'intéressant avec ce type de matériaux, c'est que la différence entre un chantier d'une maison en paille, par exemple, enduite à la terre, et un chantier d'une maison en parpaing de maçon, c'est pas du tout la même logique de chantier. J'entends par là que c'est des chantiers dans lesquels l'autoconstruction et les chantiers écoles, comme on a fait par exemple, peuvent être beaucoup plus facilitants. Et donc, par exemple, on a travaillé avec des gens qui veulent faire une maison assez importante. C'est des agriculteurs, du bois qui pousse sur leur propriété. Ils veulent utiliser du miscanthus pour isoler leur maison, qui pousse juste à côté de leur maison aussi. Enfin, ils ont une logique d'utiliser ce qui pousse près de chez eux pour construire leur maison. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils sont extrêmement débrouillards, ils ont plein d'amis, ils ont des machines agricoles, donc ils vont faire beaucoup de choses eux-mêmes. Dans le cas du Costil, c'est pas du tout des personnes qui sont ni bricoleuses, ni qui ont le temps de mettre la main à la pâte. Donc forcément, ça s'en ressent sur le plan financier. Mais je pense que c'est vrai pour n'importe quel type de projet et de maison. Mhm. Il faut quand même se rappeler qu'on a une chance assez extraordinaire d'avoir cette commande avec des porteurs de projets qui nous font complètement confiance et qui nous poussent un peu dans nos retranchements d'aller le plus loin possible dans cette vocation d'un projet écologique et démonstrateur. Et c'est pour ça qu'on a accepté en fait de travailler avec ce couple. C'était justement pour nous l'occasion de pousser l'exercice jusqu'au plus loin, quoi. Mhm. Alors, on parlait tout à l'heure du local, hein, de la ressource locale. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir intervenir dans toutes les régions possibles et imaginables, en allant chercher à chaque fois des savoir-faire, parce que vous avez fait ce tour des maisons les plus bioclimatiques, c'est ça? Exactement. Hein. Enfin, les plus non, c'était plutôt un panorama des maisons bioclimatiques en France. C'est sur toute la France. Oui. Et pour le coup, ça vous a quand même donné un accès à une connaissance assez étendue. Mais si par exemple vous avez un client qui vous appelle dans les Alpes pour faire une maison bioclimatique, bien sûr vous pouvez y répondre. Non? Pas forcément? Alors justement, ça ouvre un peu le deuxième volet de recherche qu'on initie depuis quelques semaines. On a décidé, donc fort du Tour de France des maisons écologiques, de lancer un deuxième projet de recherche qui s'appelle le Tour des matériaux d'une maison écologique. Et là, l'idée, c'est d'aller documenter le plus loin possible tous les matériaux qu'on a extraits et qui ont servi à la construction de la maison en Normandie. Et en fait, ce protocole de recherche qu'on est en train de mettre en place, comme une grille d'analyse du cycle de vie de chaque matériau qu'on utilise, a vocation d'être produit en fonction des régions dans lesquelles on va construire. Et demain, Anatomie Architecture construira ou rénovera des bâtiments avec cette grille de projets qui organise, entre guillemets, la recherche de matériaux locaux, bruts et non transformés. Et en plus de ça, Mathis et moi-même, on est basés à Paris. Donc effectivement, on va très souvent en Normandie. Et il se trouve que par nature, de par ce qu'on a fait, de par notre pratique jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas forcément associé à une région, et encore moins à Paris, finalement. Ouais. Donc on est appelé par des gens aux quatre coins de la France. Il se trouve que Emmanuel, l'anthropologue avec qui on travaille, est basé, lui, à Marseille, et qui maintenant est associé avec Alice, qui est l'architecte. Là-bas, commence à répondre aussi à des commandes dans cette région-là. Donc il fait tout un travail aujourd'hui à Marseille sur des projets avec des maîtrises d'ouvrage, mais aussi sur de la recherche, où il s'intéresse par exemple à la filière de paille de lavande, qui est quand même très, très propre et très à ce qui se passe dans le sud-est. On travaille avec des confrères architectes qui vont peut-être rejoindre la coopérative plutôt côté sud-ouest. Voilà, on n'a pas vocation à nous forcément tout maîtriser, etc. C'est aussi pour ça qu'on est une coopérative, c'est qu'on a envie d'associer des gens plutôt que de les salarier à ce projet. Et si ces gens sont dans différentes régions et veulent être porteurs de cette philosophie, entre guillemets, on sera ravis de donner le flambeau dans d'autres régions, tout en prenant le plaisir d'aller faire de la recherche nous-mêmes quand le temps nous le permettra, quoi. Mm. Oui. Mm. Mais alors, on parle
recherche. Comment vous arrivez à vous nourrir, tout simplement? Parce que de la recherche, il faut que ça soit financé. Est-ce que vous êtes très généreux? Comment vous arrivez à articuler ça? C'est une question du quotidien, Ouais. vraiment de réussir à se forcer à faire de la recherche Ouais. tous les trois, à se réunir avec Alice depuis quelques temps et de consacrer du temps. C'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Mais c'est vrai que plus l'activité se prospère, entre guillemets, plus les clients sont nombreux et plus les réponses sont nécessaires. Donc effectivement, le temps de recherche aujourd'hui, c'est un temps qu'on s'offre, c'est un temps qu'on se libère, entre guillemets. Même si on imagine qu'avec un livre à notre actif, une vingtaine d'expositions et une trentaine de conférences en France, on espère un jour pouvoir être financé pour faire cette recherche, pour pouvoir avoir un appui et public et du privé, pour pouvoir continuer à présenter au grand public les intérêts et la nécessité de travailler avec des matériaux locaux. Puis notre projet, Anatomie d'architecture, il est né sur un projet de recherche à fond perdu. Enfin, on a fait un crowdfunding mais qui finançait une part du projet, qui a été financé par notre chômage pendant un certain temps. Et c'était un investissement assez important. Si on est là aujourd'hui, si on s'est structuré, si on a des clients, si on a des personnes qui nous appellent, c'est parce qu'on a fait un projet entre guillemets à perte, désintéressé à l'époque, et qui nous a rendu au centuple ce qu'on y a Investi. l'énergie qu'on y a mis, quoi. Donc certainement que ça en vaut le jeu en vaut la chandelle. C'est sûr qu'on fait pas ça juste pour avoir des clients. Enfin, il y a pas cette vision-là à terme. Mais si on prend du plaisir à faire quelque chose de bien, on part du principe que Alors, je vais vous poser une question qui va peut-être vous sembler un peu folle. Si aujourd'hui, on vous propose un sujet type immeuble de bureau à la Défense ou un gros objet en rénovation bioclimatique, comment on va à l'avenir traiter ces sujets-là? Vous avez une idée ou vous vous concentrez sur l'habitat et plutôt les territoires, le local, etc. Mais tout ce qui est la ville minérale. Je pense avec beaucoup de bienveillance, on est assez ouvert sur différents sujets. Il y a un risque de vouloir s'enfermer trop dans la maison et finalement la maison c'est juste un domaine qui nous permet d'expérimenter des techniques. C'est vrai qu'à l'inverse aujourd'hui construire un bureau à la Défense c'est sous beaucoup de règles de construction qui malheureusement ferment un peu le champ des possibles sur les matériaux qu'on met en œuvre. Mais ça peut être aussi un vrai exercice intéressant que de pousser le cadre réglementaire afin d'apporter des matériaux locaux à la Défense, à Paris, même si je ne sais pas s'il y a beaucoup de matériaux locaux à la Défense, mais au moins d'aller en trouver quelques-uns. Ouais. et oui, et voilà le travail qu'on fait nous sur cette petite échelle, on espère qu'il va égrener en fait pour remonter. Et peut-être peut-être qu'un jour il y aura des bureaux à la Défense isolés avec du terre-chanvre parce que des gens fous comme nous et comme les artisans avec lesquels on travaille l'auront fait à un moment donné. Mais c'est vrai qu'on ne s'inscrit pas du tout contre ça. C'est plutôt que notre travail il se situe à cet endroit-là pour l'instant. Pour le moment. Bon. En tout cas, votre épanouissement en tant qu'architecte va davantage vers ces matérialités très fortes plutôt que vers les morceaux de sucre dont parle actuellement Nicolas Michelin. Exactement. C'est un peu ça. C'est ça. Bon. Comment vous imaginez le monde à venir? Vous vous projetez un peu? On essaie de se projeter. On a la chance quand même depuis un an de côtoyer énormément le monde rural, les petites échelles, le monde des localités assez fortes comme l'Orne dans la Normandie. Et on se rend compte qu'il y a plein de solutions, il y a plein de perspectives qui sont assez heureuses, assez joyeuses, qu'on essaie de développer et qu'on essaie de mettre en lumière pour donner envie à des gens de se réintéresser à la provenance des matériaux. Mais en fait, on parle de matériaux de maison, mais aussi de la provenance de nos habits, de ce qu'on mange, de ce qu'on consomme au quotidien. Et on a le sentiment qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens. Mais après, est-ce que, en parallèle de ça, ça pourra faire le poids contre d'autres évolutions de société? On n'est pas sûr, mais est-ce que toi, tu as des idées? Mais moi, à titre personnel, ce qui est assez rassurant, non, ce qui est assez encourageant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a clairement un processus peut-être de rupture qui est en cours, peut-être de trop plein sur ce qu'on fait du moins en construction d'architecture, un peu pareil depuis trop longtemps, depuis 100 ans ou 150 ans, et que j'ai l'impression que par ce qui se passe, par cette période de crise, ça va rendre un peu plus facile le fait de se débarrasser et de s'affranchir des vieux maîtres qui nous ont été enseignés à l'école d'archi il n'y a pas plus tard qu'il y a encore 5 ans. Et voilà.
qu'aujourd'hui on ressent, nous, en tant que jeune architecte dans ce monde de la construction, qu'il y a un peu une schizophrénie aujourd'hui dans la production architecturale, et que cette schizophrénie, elle est dans un monde qui continue, le monde qu'on a connu jusqu'à maintenant et qui évolue et qui malheureusement va dans le mauvais sens. Il faut qu'on trouve un point de rupture. Et à côté de ça, on voit de nouvelles pratiques, des émergences, de nouvelles façons de faire l'architecture qui sont très encourageantes. Et aujourd'hui, on est tellement dans ce monde-là qu'on regarde la vieille garde architecturale avec un peu d'aberration, entre guillemets. On est en 2021, le rapport du GIEC est sorti il y a un mois sur le monde va mal. En fait, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et si on ne prend pas des décisions maintenant pour changer un peu notre angle d'attaque, ça peut aller dans le mauvais sens. Donc c'est un peu la façon dont on regarde les choses. Et aujourd'hui, j'ai plus aucun plaisir à regarder un projet d'architecture où il y a du béton de ciment, entre guillemets, et c'est un projet standard. Pour moi, il est complètement hors du temps et il répond mal à une question qu'on lui pose de comment on s'inscrit en 2021 dans une construction raisonnée et raisonnable pour le devenir, quoi. Mais c'est peut-être d'abord ceux qui ont vraiment le pouvoir dans la construction qui doivent se sentir concernés. Parce que l'architecte... Justement, nous, on médite pour... c'est un peu une façon de se positionner en tant qu'architecte, mais on imagine aujourd'hui que ceux qui ont le pouvoir, c'est plutôt ceux qui consomment que ceux qui construisent. Et les consommateurs de bureaux, les consommateurs de logements, les consommateurs de la ville ou des campagnes, demain, il faut les convaincre qu'on ne peut plus construire comme on construisait avant. Et à partir du moment où le consommateur, l'usager final, prendra conscience de son poids en tant qu'usager et aussi porteur de projet, nous, ça nous permettra, en tant qu'architecte, de pouvoir l'accompagner et d'y répondre avec beaucoup plus d'intelligence qu'avant, on ne lui posait pas la question. C'est clair, on peut vous donner un exemple. Nous, on travaille beaucoup effectivement à cette échelle-là. Tous les projets dont on parle dans notre bouquin, c'est des maisons individuelles. Et là, on parle peut-être en sous-texte de gros majors du bâtiment, peut-être des personnes qui construisent, mais qui ont aussi un poids politique. Mais il ne faut pas oublier, par exemple, qu'un tiers des permis de construire aujourd'hui en France, c'est des permis de construire de maisons individuelles qui sont essaimés sur tout le territoire, qui sont un peu partout. Et c'est une part absolument colossale du bâtiment. Et en fait, si demain, les gens qui construisent des maisons individuelles sont avertis, ne serait-ce que sur ce qui existe d'autre, peut-être qu'un jour, ils vont juste plus vouloir des maisons en parpaing ou en briques alvéolaires de chez Maison Phoenix. Ils voudront construire autre chose et ça sera déjà un bon début, en fait. Par exemple, il y a plein d'angles d'attaque. Et qui sont quand même très inconfortables. Enfin, au fur et à mesure, l'expérience nous prouve que les matériaux industriels avec lesquels on a l'habitude de vivre sont quand même 1000 fois moins qualitatifs que des matériaux naturels où on se rend compte qu'au fur et à mesure, il y a une acculturation des porteurs de projets sur cette envie de vivre avec des matériaux naturels qui gèrent l'humidité, qui gèrent le chaud, le froid, et qui sont plus agréables et plus sains en fait pour les habitants. La vraie valeur, elle est là, en fait. Bien sûr. Bon, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ? On s'est rendu compte, mais je crois que c'est plus le cas aujourd'hui parce qu'on a eu l'occasion de faire beaucoup de conférences et beaucoup de cours avec des jeunes étudiants en architecture qui sont beaucoup plus avertis que nous il y a quelques années sur les sujets écologiques. Mais finalement, je pense qu'il faut vraiment redonner aux architectes et aux étudiants d'architecture le plaisir de travailler avec une matière qui est signifiante, une matière qu'on peut palper, une matière qu'on connaît, une matière qui est le fruit d'une société. Et je pense que ce parallèle-là, il est important de le reconstruire parce que finalement, on récupère aussi beaucoup d'étudiants d'architecture qui sont en perte de sens complet parce que leur activité est complètement loin d'une matérialité physique. Donc pour nous, c'est un peu de refaire cette jonction entre la construction et la matière. Vous-même, vous avez mis la main à la pâte dans votre chantier en Normandie ? Beaucoup trop, oui, malheureusement. Oui, on s'est fait gronder par la MAF, parce que normalement, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Mais oui. Oui, vous êtes confronté à la matière, justement. Oui, on a brûlé des pieux de bois avec nos amis maçons et charpentiers. On les a mis dans le sol, on a fait plein de choses, en fait. Bon, c'est très intéressant. Un mot de la fin ? Enfin, une petite conclusion. Une petite conclusion, c'est que finalement, on se pose beaucoup de questions et on n'a pas vraiment vocation à devoir y répondre. On a une pratique qui interroge beaucoup la façon d'être architecte en 2021, mais sans avoir l'idée d'y répondre. En tout cas, la seule conviction, la certitude qu'on a, c'est qu'on trouve beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait et qu'aujourd'hui, au regard de plein de collègues architectes qui éprouvent des malaises dans la façon dont ils construisent, dans la façon dont ils réfléchissent et ils font du projet,
En fait, d'y trouver du plaisir et d'y trouver un accomplissement personnel à l'intérieur, je pense que c'est une des conditions pour bien faire ce métier et le faire avec intelligence. Mhm. C'était une très bonne conclusion. Bon. Je n'ai rien ajouté. Et pour ma part, vous me faites penser à Antoine Picon. Je ne sais pas si vous Ouais, voyez qui est bien sûr. Antoine Picon, qui est mon ancien prof, et que j'ai interviewé dans le cadre d'une table ronde, et il disait, mais il faut les comprendre, on n'a pas arrêté de leur dire qu'ils allaient mourir et qu'on avait tué la planète, donc faut les comprendre si le regard change parmi les jeunes générations de manière forte et radicale, et je crois que vous incarnez vraiment ça. Et, Merci. et en plus, vous donnez les moyens de rentrer, j'ai l'impression, à bras-le-corps dans ces nouveaux axes. Et bravo, et on vous soutient. Super, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. À la semaine prochaine pour un nouveau Comme d'Archi en français. D'ici là, n'oubliez pas la version en anglais. Et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast, COMDARCHI podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite, plus un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.